Et nous sommes très fiers aujourd'hui un grand homme. Je voudrais, avant de l'accueillir, remercier tous ceux qui se sont donnés pendant cette campagne municipale, que ce soit les colistiers, les militants, les têtes de liste. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait, parce que même si le mouvement est parfois imparfait, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes les seuls à le faire. Nous avons le sac sur le dos et les responsabilités avec. Nous avons 16 élus de la Loire qui s'engagent à travailler, à donner sans compter, à servir les autres pour une société meilleure. Aujourd'hui, c'est le lancement des européennes, élection très importante. Et cette élection, dans le Sud-Est, va être menée par un homme d'exception. Il y a 40 ans, il fondait notre mouvement dont nous sommes très fiers de faire partie. Dans les épreuves comme dans les succès, il a montré sa force d'âme qui fait notre admiration. Sa personnalité, son talent, sa culture, son courage nous font l'accueillir et je vous remercie de l'accueillir avec triomphe, Jean-Marie Le Pen. Chère Sophie, policiers, vous savez. Chère Sophie, cher Charles, ils sont, comme vous le savez, des colistiers dans cette élection européenne. Chers amis, chers camarades, mesdames, messieurs. Un plaisir pour moi de revenir chez vous, parce qu'il n'y a pas si longtemps que j'étais là déjà, mais il est vrai que la Loire est un département phare, méritant, qui a fait ses preuves et qui a donné des espoirs qui n'ont pas été déçus, somme toute, parce que nous savions bien que la conjoncture et que l'élection n'était pas à notre mesure. Nous arrivons maintenant dans une autre dimension qui va probablement nous permettre de faire nos preuves avec plus d'efficacité. Nous sommes entrés en campagne électorale européenne en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre liste, depuis déjà plusieurs mois. Et il a été collé dans, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans cette région, plus de 30 000 affiches déjà, qui faisaient une allusion à l'art
l'arnaque européenne, c'est vous dire déjà le sentiment que nous avions. C'est pas ça, c'est pas non, c'est pas grave, c'est la technique. Voilà, j'ai vu ça, merci. Et nous avons donc commencé à mettre sur pied. Beaucoup de nos amis, eux, sont passés directement de la campagne municipale à la campagne européenne sans avoir le temps de respirer. Et donc, on a la possibilité de dépenser la somme qui est remboursable en quelques semaines, alors que nous, en fond, nous commençons à tirer la langue parce que nous avons déjà fait un certain nombre de dépenses. Néanmoins, vous aurez à votre disposition dans les jours qui viennent des affiches. Je vous rappelle au passage qu'il y a 11 000 panneaux d'affichage dans la circonscription. Eh bien, il y a un afficheur professionnel qui, en principe, le fera, mais comme vous allez vous-même avoir cette affiche à votre disposition dans les fédérations, si les panneaux sont vides, ben, vous commencez par les coller. Essayez de les coller le plus proprement possible, mais en fond, ça sera fait. Vous savez, dans une campagne électorale, l'essentiel, c'est de montrer son activité. Certes, nous avons des prémices qui sont excellentes et qui sont parties tout de même, d'une part, des résultats de l'élection de Marine aux élections présidentielles, mais aussi des résultats moyens obtenus dans les communes où nous nous sommes présentés, c'est-à-dire les 600 communes, grosso modo, où nous nous sommes présentés et où nous avons fait, là où nous sommes présentés, 16% de moyenne. C'est quand le Front National est en net progrès, et il est vrai qu'il est même donné dans cette élection par les sondages de façon régulière, et c'est une élection où généralement les chiffres changent peu d'une semaine sur l'autre. Les prévisions sont plus fiables généralement, et nous sommes donnés entre 24 et 26%, ce qui nous assurerait d'un groupe français peut-être entre 15 et 20 députés, alors que pour l'instant, nous ne sommes que 3. Marine, Bruno Gollnisch, que vous connaissez bien, et moi-même. Et d'ailleurs, Bruno Gollnisch est sur notre liste, puisqu'il est en 3e position, derrière Mme Arnautu, qui est vice-présidente nationale du Front National. Et il y a aussi deux autres candidats en 4e et 5e position qui sont de Rhône-Alpes. C'est d'une part Mme Dormano, qui est la responsable de la Fédération de l'Isère, et qui porte un nom fort, si je puis dire, qui a joué un petit rôle dans sa désignation, quand même, en passage. Parce que la Corse fait aussi partie de la circonscription. Vous savez, j'ai un pied à Bonifacio et l'autre à Bourg-en-Bresse. Et peut-être souple pour arriver à remplir les obligations que cela comporte. Et puis, en 5e position, c'est aussi quelqu'un de votre région, puisque c'est le responsable de la Fédération de Haute-Savoie, c'est notre ami Dominique Martin. Et donc, ce sont les 5 premiers, mais il y en a d'autres qui suivent. Et puis, il y a parmi nos candidats, il y a Charles Perrault, bien sûr, qui fait une entrée remarquée d'ailleurs. Bien que ce boulot discret, c'est comme ça d'ailleurs. Et puis, Sophie, bien sûr, qui nous a accompagnés hier. Nous avons eu une réunion. Nous avons une réunion de la liste. Et j'ai vécu un épisode. Et on croit toujours avoir tout vécu. Et j'ai vécu un épisode absolument étonnant. C'est qu'à la conférence de presse, où on annonçait la liste qui est tout de même donnée dans les sondages comme étant en tête dans cette élection, il n'y avait pas un seul journaliste. Il y avait bien, c'est vrai, un journaliste de la Provence, c'était même le directeur qui s'était dérangé, mais c'était pour un close-up, ce qu'on appelle une page qui m'était consacrée et qui était tout à fait en dehors de l'annonce de la liste. On avait rendez-vous pour cette interview, qui est parue d'ailleurs sur une page de la Provence. Et c'est même extraordinaire. Alors j'ai fait du tweet, moi aussi je tweet un peu.
est-ce que c'est du boycott ou de la paresse? On m'a dit d'ailleurs que désormais les journalistes ne travaillaient plus le samedi et le dimanche. Comment bien en prendre son parti. Moi, je n'ai pas les mêmes moyens de séduire la profession que le président de la République. Parce que vous avez certainement été étonné comme moi que la libération de nos otages ait concerné les journalistes, à l'orée d'une campagne électorale européenne, où, bien évidemment, il vaut mieux être bien vu des médias que mal vu, et puis il nous a servi ça le jour de Pâques. Je pense que je ne dis pas plus gentil comme ça, mais on nous a juré les yeux dans les yeux. Le Cahuzac, il n'a rien payé. Cahuzac. Il n'a rien payé. 18 millions d'euros. Ce qui est d'ailleurs peut-être plus grave, s'ils n'ont pas payé en argent, c'est qu'ils ont payé d'une autre manière. S'ils ont payé en argent, on sait que le prix moyen de l'otage, parce que ces gens-là ne font pas ça comme ça pour s'amuser. Oui. Ce sont des bandits qui veulent tirer des moyens, qui ne serviront pas à la politique, mais c'est 5 millions de dollars par tête. Donc 20 millions, c'était 20 millions, c'est le prix des journalistes. Hollande l'a eu à 18 millions. Ils ont commencé. Les prix qu'ils étaient prisonniers des alliés de Hollande. En effet, la France soutient la rébellion. L'Amérique soutient toutes les rébellions dans le monde. Voilà. Mais elle soutient celle-là. Et la France aussi, de conséquent, c'était des amis de M. Hollande qui détenaient les journalistes. C'est quand. Alors on lui a fait un petit rabais, au lieu de 20, c'est 18. Bon. Mais si ça n'est pas en argent que ça a été payé, c'est peut-être en matériel militaire. Ce qui serait encore plus grave. C'est peut-être en position diplomatique. Ce qui voudrait dire que la politique française se fait sous la menace ou sous la pression d'entités étrangères, et en l'occurrence d'entités terroristes. Cela mesurerait à quel niveau de bassesse est arrivée la politique française. À quelle dégradation générale de la situation de notre pays sommes nous en train d'assister. Car cette décadence, cette déchéance se fait de manière constante maintenant depuis 40 ans, quel que soit le parti au pouvoir. D'ailleurs, je me confesse, plus sévère avec la droite qu'avec la gauche. Parce que la gauche qui s'inspire d'idées que nous trouvons stupides et de face des stupidités, dans le fond, elle est dans sa logique. Mais la droite, quand elle arrive au pouvoir, n'a rien de plus pressé que d'essayer d'être de gauche, ou de faire semblant d'être de gauche. C'est ce qu'a fait M. Sarkozy. M. Sarkozy, qui est immédiatement élu à la présidence, a nommé des ministres de gauche. Et malheureusement, il réapparaît dans la sphère politique, c'est-à-dire, je dirais moi, toute honte nue, parce que je considère que le président Sarkozy a commis au moins 2 crimes majeurs. Le premier, c'est d'avoir trahi le peuple français, qui avait exprimé son opinion dans un référendum à 55% qui rejetait le traité européen, et il l'a imposé par la voie parlementaire, avec la voix de ces godillots qui ont voté donc contre le peuple français, contre la volonté du peuple français. La deuxième, c'est la participation militaire de la France décisive dans la guerre de Libye. Nous avons contribué à renverser un dictateur que d'ailleurs nous avions reçu avec tous les honneurs en déroulant le tapis rouge, ce qui est assez contradictoire et assez peu conforme aux règles de la loyauté internationale. Mais surtout, nous avons, dans ces pays, on sait bien, c'est clair, qui oscillent tout le temps entre le chaos et la dictature. Donc remplacer le dictateur, c'était mettre en place soit un nouveau dictateur, comme en Égypte. Là, vous leur dites, vous avez échangé un général contre 5 généraux. Je suis sûr que vous gagnez au change, mais enfin bref. Je crois que c'est le général Sissi
Sisi qui va peut-être être président. Bon. Mais ailleurs, c'est un chaos abominable. C'est que, rappelez-vous, les prises de position d'un condamné de droit commun, d'ailleurs, le maire de Bordeaux, monsieur Juppé, c'est ça, Juppé. Je crois qu'il a 18 mois avec sursis, c'est vrai. Et nous, on ne se mange pas entre eux, mais 18 mois, ben, il dira que le président lui en a pris 2 ans. Le président Chirac, 2 ans. Enfin bref, rappelez-vous quand il supplie en disant, mais attention, il faut sauver Benghazi, parce que les blindés de Kadhafi vont prendre Benghazi, ce sera un bain de sang. Ce sera, non, ce n'aurait pas été un bain de sang, parce que souvent les combattants, quand ils sont surclassés, les fous de corps, voilà, surtout, ils n'attendent pas d'être plongés dans le bain de sang, ils s'en vont généralement. Bon. Mais il fallait sauver Benghazi, pourquoi? Parce que Benghazi, c'était le nid de l'islamisme révolutionnaire. Et ça, M. Juppé ne pouvait pas l'ignorer, il a été ministre des Affaires étrangères, même pas, il le savait. Donc, notre camp a été choisi. La France choisissait le camp des islamistes, extrémistes, révolutionnaires. Bon, et c'est l'aviation française qui a cloué les blindés de Kadhafi et les a détruits. C'est l'aviation française qui a attaqué le convoi de Kadhafi qui tentait de s'enfuir. Et on dit même que ce sont des agents français qui l'auraient tué. Mais ils avancent qu'ils l'ont fait par humanité, parce qu'il était tellement torturé que dans le fond c'était une grâce qu'on lui faisait de lui tirer une balle dans le cœur, ou dans la tête. Bon. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est instauré? Eh bien, la Libye, qui constituait un véritable barrage à l'immigration venant de l'Afrique noire, a cédé. Et par conséquent, maintenant, c'est un no man's land, et surtout le formidable arsenal militaire dont disposait Kadhafi s'est distribué dans toute l'Afrique, à commencer par le Mali, mais bien au-delà du Mali, le Niger, le Tchad, etc. C'est-à-dire que c'est un véritable crime contre la paix qu'a commis le genre des États-Unis. Je veux bien reconnaître que c'était les États-Unis qui tiraient les ficelles, comme ils les tirent d'ailleurs actuellement en Ukraine, c'est clair. D'ailleurs, ils le font avec un cynisme étonnant. Pour soutenir le gouvernement révolutionnaire de Kiev, ils ont envoyé Brennan, le chef de la CIA, monsieur Montard. On n'est pas dans le coup, mais... Et puis, il y a aussi le vice-président, Biden, qui a été faire son petit tour pour voir si vraiment on exécutait bien les ordres. L'essentiel étant, semble-t-il, de harceler la Russie, comme il l'avait déjà fait en Géorgie, je le rappelle. Ce sont les Américains qui ont déclenché les opérations, qui poussent leurs pions. Nous n'avons pas à suivre la politique des États-Unis. Et même si par malheur, et là c'est encore M. Sarkozy, un des exploits de M. Sarkozy, c'est de nous avoir fait réintégrer l'OTAN, organisation qui évidemment est une organisation aux ordres des Américains, ce qui met évidemment nos volontés militaires à leur disposition. Bref, vous direz, ça c'est le passé. Mais c'est vous dire que ça n'a pas été mieux, ça a même été pire. J'avais d'ailleurs dit, je ne me dédie pas, au moment de l'élection de 2002, et c'est moi qui en ai été malheureusement l'instrument, j'avais dit Chirac sera pire que Jospin. Il a été pire. Voilà. Et malheureusement, c'est mon élection au premier tour la sélection au premier tour qui a fait battre Jospin. Car sans ça, si je n'avais pas gagné, c'était Jospin qui battait Chirac. Voilà. Mais voilà, c'est le doigt de Dieu, c'est comme ça que ça s'est fait. Vous avez pu mesurer d'ailleurs, et M. Chirac a pu le faire aussi, le résultat, ce qu'il a fait, le même résultat que Bouteflika, 82%. Et il a fait cela. Je vous rappelle quand même que le mot d'ordre de la gauche était « il faut voter escroc plutôt que facho ». C'est flatteur. Bon, quand il s'est présenté avec Mme Chirac terrorisée, c'est parce que vous vous souvenez des images,
sur la place de la Bastille, c'était une forêt de drapeaux algériens, marocains, tunisiens et autres. C'est clair. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est au fond de la scène, au fond de l'image, on voit une voiture qui arrive, quelqu'un qui en descend, qui regarde et qui s'en va. Tout de suite, c'était Sarkozy. Pas voulu voir ça. Bon, pas voulu être mêlé de ça. Voilà. Eh bien, d'échelon en échelon, la France a cessé de descendre, et ceci sous l'égide de l'Union européenne, projet auquel nous avons été associés de force, et en effet contre notre gré, contre la volonté majoritaire du peuple français, et dont il convient maintenant de se soustraire, faute de quoi nous disparaître. Vous savez, si je prends mon cas personnel, j'ai été pro-européen. Juste après la guerre, j'étais un adolescent, j'avais 17 ans en 1945, j'étais orphelin de guerre, j'avais donc vécu toute l'occupation, à la différence de ceux qui en parlent maintenant dans les journaux, dans les films, etc. Bon, et je ne pouvais que souhaiter que la France vive dans un monde de paix, et après tout, peut-être que l'alliance était à ce moment-là improbable. Je me rappelle, avec les anciens belligérants, pouvait peut-être aider la réalisation d'un tel projet. Je dois dire que je l'ai même démontré, puisqu'en 1953, je crois avoir été le premier à lancer dans le monde une opération humanitaire pour un autre pays, puisque c'est janvier 1953, c'est les inondations de Hollande. Le tiers de la Hollande passe sous les eaux à la suite de la rupture des digues dans une période de grandes tempêtes et de grandes marées. C'est une catastrophe, plusieurs milliers de morts, etc. Et je lance avec l'aide, il faut le dire, du gouvernement français, que j'ai sollicité, du président de la République de l'époque. Et je suis allé avec une quarantaine d'étudiants. Nous avons passé 3 semaines sous les digues, une très difficile période, à un très mauvais endroit, très volontairement, parce que quand nous sommes arrivés, on nous a dit, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Nous étions équipés militairement. Hein. Nous avions nos rations, nous avions notre groupe médico-chirurgical, étant parfaitement autonome. Parce que généralement, dans ces catastrophes, les gens ont de bon cœur comme ça pour aider. Et ils arrivent, et ils ne savent pas où manger, où dormir, ils se soigner, ils sont malades, ils sont une charge plutôt qu'une aide. Mais là, nous arrivions, nous, et on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, on va vous envoyer trier des colis. J'ai dit, on n'est pas venu pour ça. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a un ministre? On va parler à un ministre. Il y a un ministre des eaux. Oh là, un ministre des eaux. Alors j'ai vu, il parlait français très bien. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, nous n'avons pas la prétention de penser qu'à 40 étudiants français, nous allons sauver la Hollande. Mais notre geste a une très grande importance. Elle signifie que nous ressentons comme une agression directe contre notre propre pays, l'agression dont le vôtre a été victime de la part de la nature. Ben oui, alors je vous comprends. Il dit, mais où voulez-vous aller? Ben, je dis, vous envoyez à l'endroit le plus dur. Le plus dur, il me dit, c'est Schulen-du-Land, il y a déjà plusieurs centaines de morts. Ben, je dis, c'est là qu'on va. Et on a été, bon, ensuite nous avons fait la tournée triomphale à la manière des libérateurs dans les universités hollandaises qui nous ont invités, en nous mettant quand même, en précisant que c'est le pays où on aime le moins les Français. Alors, certains disent que c'est depuis que le général Pichegru a pris la flotte hollandaise à cheval. Elle était prise dans les glaces. C'est quand même une grande humiliation pour une grande nation maritime, et c'est de là, paraît-il, il y a peut-être d'autres raisons. Nous sommes même l'arrière-pays de la Flandre, belge, qui est plutôt néerlandophone, n'est-ce pas? Et bon, bref, toutes ces raisons, en tous les cas, nous avons été accueillis triomphalement. Donc, je faisais une démonstration physique, matérielle et humaine en faveur de l'Europe, en quelque sorte, une conception européenne de la politique. Et puis en 1957, la plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés, mais j'étais déjà député, moi. J'ai voté contre le traité de Rome. J'ai voté contre le traité de Rome parce que
Bien qu'on vous disiez, mais enfin, le marché commun, c'est quand même un progrès, c'est une technique, ça n'engage pas sur le plan de la souveraineté politique. Je dis oui, mais moi j'avais lu les livres de Coudenhove Kalergi, qui était le président des comités fédéralistes européens, ça, et surtout M. Jean Monnet, qui disait que cette opération est la première d'un processus qui doit conduire finalement à l'instauration d'États-Unis d'Europe, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Et cette pensée, en 1957, me paraissait stupide et criminelle. Il n'y avait strictement rien de commun, bien évidemment, entre la Floride et l'Espagne, entre le Connecticut et la Belgique, entre la Californie et l'Allemagne. C'était ridicule. Nous étions des pays avec des cultures diversifiées, Dieu merci, des expériences historiques différentes, alors que là, il y avait un pays vide, d'ailleurs vidé de sa population, faut dire la vérité, pas le crime, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Vous savez, j'ai raconté une anecdote. Un jour, je suis comme ça, sur un petit, je suis invité par la presse anglo-américaine. Et là, il y a un monsieur qui me dit, mais Michel Le Pen, un co-représentatif de New York Times. Il dit, comment on va très bien pourquoi vous êtes contre l'immigration? Parce que c'est l'immigration qui a fait notre pays. Je dis, vous savez qui je suis, monsieur? Vous savez à qui vous parlez? Vous parlez à Sitting Bull, monsieur, le chef des Indiens. Vous comprenez pourquoi je suis contre l'immigration? Je n'ai plus été invité. Mais mon raisonnement était vrai, déjà, il était bon, déjà. Et aujourd'hui, nous sommes, je me considère un peu comme, enfin, le chef, puisque c'est Marine qui est le chef, mais quand même un peu le chef des Indiens, c'est-à-dire une population indigène qui est menacée de disparition, menacée de submersion, on va dire, monsieur Le Pen. Nous sommes à 45, 50, 60 millions, oui, mais combien y a-t-il entré d'immigrés dans notre pays depuis 40 ans? Aussi bien sous la droite que sous la gauche. Personne ne le sait. C'est un chiffre secret. D'ailleurs, une grande démographe de gauche, elle a écrit un livre contre le Front National. Elle s'appelle Madame Tribala. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les yeux grands fermés, dans lequel elle dit tous les chiffres relatifs à l'immigration en France sont faux, masqués, déguisés, manipulés. C'est démographe du CNRS de gauche, oui. Alors les chiffres officiels, eh bien l'INSEE, qui est l'organisme de l'État, dit 12 millions. Il est entré 12 millions. Azouz Begag, qui est un ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a entre 15 et 20 millions de musulmans en France. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il y en a au moins 700 000 Algériens, puisqu'ils ont voté pour le président Bouteflika. Ce sont d'ailleurs des citoyens, en plus que nous. Parce que nous, on peut élire qu'un président français, eux, ils peuvent élire à la fois le président français et le président algérien. C'est formidable. Bon. Et ce n'est qu'un début. Alors, je le dis, cette situation, tout ne se résume pas à l'immigration. Mais c'est là que le danger est le plus prégnant, le plus probable, le plus certain. Pourquoi? Si vous voulez, on va faire un petit saut qualitatif en arrière sur le plan géopolitique. La révolution du XXe siècle, la plus importante, ça n'a pas été le téléphone portable, ni même la marche sur la Lune. La révolution la plus importante, c'est la révolution démographique, qui a fait passer en un siècle et demi la population mondiale de 1 à 7 milliards d'habitants, en galopant vers les 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards. C'est très simple. D'un côté, 750 millions d'Européens, tout compris, de Brest à Vladivostok, la définition de ce que j'appelle l'Europe boréale, celle dont je souhaite la naissance, union de nations souveraines, mais coopératives, si j'ose dire. De l'autre côté, 7 milliards, dont plus de la moitié meurt de faim ou de soif. Le taux de natalité dans notre Europe, en moyenne, 1,4 enfants par femme, alors qu'il faudrait 2,1 enfants
pour renouveler seulement les populations. Il est en pays musulman de 3,1, il est en Afrique noire de 5,7. C'est très clair. Et si, comme il n'existe plus de barrage entre ce monde-là et le nôtre, que c'est l'Europe qui nous a obligés à supprimer nos frontières, nous livrant d'ailleurs sur le plan économique à la rivalité commerciale de pays qui n'ont pas les mêmes coûts que nous, qui n'ont pas les mêmes charges salariales, fiscales, sociales, environnementales que nous, qui sont donc capables de produire 4, 5, 6 fois, 10 fois moins cher que nous. Alors, sur un marché libre, tout naturellement, ils envahissent notre espace et privent nos travailleurs de leur emploi. Par quelle aberration criminelle les dirigeants de ce pays, depuis 40 ans, tous sans exception, ont laissé entrer à la cadence de 200 à 300 000 par an des gens dont ils savaient qu'ils ne pourraient pas trouver de travail, puisque nous avions déjà des millions de chômeurs. Quelle aberration, quelle folie! Parce qu'évidemment, entrer sans pouvoir travailler, c'était l'obligation de les loger. Bon, je vous rappelle qu'ils sont prioritaires pour le logement social. D'ailleurs, Mera, lui, il avait un bon petit appartement, on l'a même vu au moment des événements. Puis maman Mera, aussi un bel appartement. Et puis le frère Mera, il a une villa, lui. Bon, donc, et puis, vous ne voyez jamais d'immigrés dans les manifestations de sans-logis. Le SDF, ils sont logés aux frais de l'État. Pays des loyers, le gaz, l'électricité. Vous voyez un préposé allant couper le gaz dans une cité, et il sort avec la tête sous le bras. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que c'est entièrement à la charge de l'argent public. Puis, il faut les soigner, il faut des hôpitaux, il faut éduquer les enfants. Et ça, il faut construire des écoles, recruter des maîtres, mais ça coûte très cher. Et puis, il faut les nourrir, ne pas laisser mourir de faim. Je sais bien qu'on laisse quand même assez facilement le trafic de drogue se développer, parce qu'on dit, s'il n'y a pas de trafic de drogue, ils vont faire des descentes sur les villes pour manger. Eh oui, puisqu'ils sont là. Vous mesurez ce que ces criminels n'ont pas été capables de discerner, ou bien alors ils sont complices. C'est encore pire. Ben moi je crois qu'ils ont, parce que je les vois vivre depuis 60 ans, la tête dans le guidon électoral. Comme ils passent d'une élection dans l'autre, et qu'ils ont besoin de ça pour survivre, donc ils passent, voilà, on ne passe pas à autre chose. Là, la France, c'est ces petites affaires, ces petites boutiques. Regardez le monde. Alors le monde, bien c'est clair, c'est que la population ne va pas cesser de